Le Canada a changé. Notre parti doit changer aussi. Relancer l'économie, lutter contre les changements climatiques, protéger le français, mais le chef conservateur peine à convaincre ses militants. On va avoir une politique sérieuse dans la prochaine élection. C'est important pour moi. Je suis le chef. Arrestation arbitraire, manque de transparence, diplomatie coercitive. Le Canada condamne le procès à huis clos des deux Michael pour espionnage. Je m'attends aussi à ce que la Chine leur donne une sentence très sévère. Et le but de ça, c'est encore d'accroître la pression sur le Canada. L'Ontario traîne-t-elle derrière les autres provinces dans ses efforts de vaccination? Et en analyse, Erin O'Toole a-t-il réussi à unifier le Parti conservateur? Et vaccination, assouplissement, dans l'ombre d'une troisième vague. Ici Daniel Thibault, dimanche 21 mars. Bienvenue dans les coulisses du pouvoir. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. La question de l'environnement ne semble toujours pas faire l'unanimité au sein des troupes conservatrices qui étaient réunies en congrès virtuel jusqu'à hier. Dans son discours aux délégués vendredi, le chef Erin O'Toole a souligné l'importance de ne pas ignorer les changements climatiques. Or, quelques heures plus tard à peine, une majorité de délégués ont voté contre une motion pour reconnaître l'existence même du problème. Un revers pour le nouveau chef qui soulignait vendredi l'importance de ne pas retomber dans le même discours et la même offre politique qui a fait perdre à son parti les deux dernières élections. Comment peut-il imposer ce coup de barre face à un parti qui ne semble pas prêt à bouger? J'en discute avec le chef conservateur Erin O'Toole que l'on retrouve à Ottawa. Monsieur O'Toole, bon dimanche. Merci d'être avec nous. Bonjour. Comment vous expliquez ça, que vous, le vendredi, vous dites qu'il faut se préoccuper des changements climatiques? Quelques heures plus tard, vos délégués disent que ça n'existe pas, les changements climatiques. Les changements climatiques est une menace pour notre société. Le débat est clos. On va avoir une politique sérieuse dans la prochaine élection sur le réchauffement climatique. On doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une priorité pour moi comme leader, comme un père de famille aussi. Et c'est pourquoi nous sommes en train de créer une politique spécifique et claire sur les changements climatiques. Mais c'est une priorité pour vous, et pourtant, ça ne semble pas une priorité pour vos militants. La motion qui a été rejetée, c'était de reconnaître l'existence des changements climatiques. Vous voulez changer quelque chose. Vous voulez modifier l'approche de votre parti. Vos militants ne sont même pas convaincus que ça existe. Comment vous conciliez ça? La résolution a eu des autres éléments aussi. Et c'était un débat sur quelque chose, mais on va avoir une politique sérieuse dans la prochaine élection. C'est important pour moi. Je suis le chef et ça serait mon approche sérieuse sur l'environnement, pas juste avec une taxe sur le carbone, comme M. Trudeau. On doit travailler en étroite collaboration avec les provinces, comme le Québec et les autres, sur une approche sur les grands émetteurs aussi. Et on va créer une politique claire sur ça. C'est important pour moi. Le débat est clos. OK, mais le débat est clos et pourtant, durant la Convention, il ne semblait pas être clos. Là, je vais me mettre dans la peau d'un électeur moyen qui n'a pas voté pour vous durant la dernière élection et qui regarde ça et qui dit, bon, M. O'Toole, il dit que c'est important, mais regardez, là, les conservateurs, ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est encore le même vieux parti. Vous dites quoi à ça? On a eu des débats sur les enjeux environnementaux pendant le Congrès aussi. On a voté pour une motion sur l'aluminium vert dans le Saguenay, par exemple. On a déjà eu une politique sur le réchauffement climatique dans le document de politique de notre parti. Et c'est un exemple de débat avec quelques éléments. Mais comme chef, j'ai donné un discours clair sur l'environnement. C'est une priorité pour moi, pour les Canadiens. Et dans la prochaine élection, on va avoir une politique sérieuse et ciblée sur cette menace pour notre société. Bon, vendredi, dans le discours, vous aviez le ton de quelqu'un qui voulait clairement donner un nouveau ton, un nouveau cap à la politique conservatrice en disant on ne peut pas présenter aux électeurs les mêmes idées qui nous ont fait perdre dans les deux dernières élections. Est-ce que ce que vous avez vu cette fin de semaine
ça vous inquiète sur votre capacité à convaincre vos militants de vous suivre là-dedans? Non, non, nous sommes unis comme un parti. On doit gagner les prochaines élections parce que les Canadiens et les Canadiennes, les Québécois méritent mieux qu'un gouvernement toujours en scandale comme M. Trudeau. On a besoin d'un gouvernement éthique et ciblé sur une relance économique dans chaque secteur et chaque région de notre parti. Après 6 ans de M. Trudeau, on a beaucoup de dettes et aucune opportunité pour nos jeunes. Et c'est le temps pour un gouvernement ciblé sur une relance économique, particulièrement dans les régions du Québec. Et nous sommes en train d'attirer les candidats au Québec. Nous sommes en train de créer une plateforme politique spécifique pour le Québec sur le français, la loi 101 pour les entreprises à charte fédérale. Je vais être un partenaire pour le Premier ministre Legault, pas un paternaliste comme M. Trudeau. Donc, nous sommes unis comme un mouvement et prêts pour gouverner. Bon, vous parlez de l'importance de rallier le Québec parce qu'il y a clairement, et c'était dans votre discours aussi vendredi, cette volonté de ne pas faire de la politique régionale. Je reviens sur la résolution qui nous intéressait un peu plus tôt. Elle a été, cette résolution sur les changements climatiques, appuyée majoritairement par les provinces de l'Ouest et Terre-Neuve et Labrador, alors qu'au Québec et dans les provinces atlantiques, on a voté en faveur de la reconnaissance des changements climatiques. Comment vous pensez pouvoir rallier ces positions-là? C'est assez opposé quand même, là, ce qu'on a vu. On doit cibler sur une relance économique. Donc, dans mon discours, j'ai lancé un plan pour le rétablissement du Canada après la pandémie. 1 million d'emplois dans 1 an, une loi sur la corruption les libéraux et les petits amis libéraux, un plan pour la sécurité pour notre pays. On doit être prêt avec les vaccins, on doit fabriquer chez nous et on doit avoir un plan de réduire les dépenses dans une manière équitable et équilibrer le budget après une décennie. C'est un plan important après la pandémie. Ce discours-là, M. O'Toole, on l'a déjà entendu chez les conservateurs. La plateforme économique, on la connaît bien, on connaît votre approche économique. On a l'impression que vous peinez à aller au-delà de ça. Est-ce que c'est plus difficile que ce que vous aviez imaginé de convaincre vos militants de vous suivre? Non, absolument pas. Et nos membres sont tannés après quelques scandales de M. Trudeau, 3 scandales d'éthique personnellement pour notre Premier ministre. C'est inacceptable. Toujours, il y a une approche pour les amis de la famille Trudeau, le Kielburgers Oui scandale, le scandale de Admiral Mark Norman, Frank Baylis, toujours un scandale. Vos membres sont tannés, mais vos membres, vous adressez à vos membres. Votre défi, c'est d'aller convaincre les gens qui ne votent pas pour vous d'habitude. Et ces gens-là, quand ils vous ont regardé cette fin de semaine, c'est pas clair que vous leur avez donné une raison de vous suivre. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, on doit remettre notre pays sur les rails. Ensemble, les conservateurs sont unis sur ça. Les Canadiens méritent un gouvernement prêt pour une autre crise dans le futur, prêt avec les vaccins, avec les tests de dépistage rapide. Après la pandémie, les Canadiens sont tannés avec un gouvernement toujours en arrière sur les vaccins, par exemple. Lent avec la frontière au début, lent avec des tests de dépistage rapide, un déficit de 400 milliards de dollars et un niveau de chômage très élevé dans le G7. Vous avez parlé de l'importance d'éliminer le déficit sur une période de 10 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu irresponsable? Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous allez être capable d'éliminer un déficit dont on ne connaît pas l'ampleur et où il y a encore beaucoup d'inconnus? Oui, mais après le vaccin, après la pandémie, on doit créer les emplois. Comme j'ai dit, dans chaque secteur, dans chaque région, ce n'est pas le temps de réimaginer notre économie. C'est l'approche de M. Trudeau, une approche de réimaginer Ottawa knows best. Ce n'est pas le temps pour ça. On a besoin des opportunités pour les Québécois, pour les Canadiens, à travers le pays. Et après ça, avec les emplois pour les Canadiens, on doit avoir un plan de réduire les dépenses pour nos enfants. C'est injuste d'avoir une dette plus de 1 trillion de dollars. C'est inacceptable. C'est pourquoi on doit avoir un plan pendant une décennie
pour équilibrer le budget tout en respectant nos services publics, les services importants pour les Canadiens. Nous sommes prêts et je suis en train d'attirer les Québécois avant la prochaine élection. C'est le temps pour un gouvernement conservateur et avec une place sur la table pour les Québécois. Votre parti, M. O'Toole, les Québécois, ils ont perdu du poids. Les militants québécois ont perdu du poids. Il y a une résolution qui a été adoptée qui fait en sorte que les circonscriptions au Québec, en Atlantique, où il y a moins de membres conservateurs, vont avoir une moins forte voix quand vient le temps de choisir le chef. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois que vous tentez de séduire, puis en même temps, vous leur retirez de l'importance au sein du parti? Dans notre parti, chaque circonscription compte. Chaque. Ce n'est pas le cas avec le Parti libéral. Non, mais une circonscription au Québec où il y a moins de 100 membres conservateurs, ils n'ont plus le même poids que la circonscription au centre-ville de Calgary, par exemple. Oui, on doit attirer plus de membres sur le terrain au Québec. Et nous sommes en train de faire ça maintenant et on doit faire ça avant la prochaine course à la chefferie. Mais nous sommes le seul parti avec une approche du respect pour chaque circonscription, pour chaque région. Ce n'est pas le cas avec les autres partis. Mais on doit grossir notre mouvement au Québec. On doit attirer les Québécois et Québécoises avant la prochaine élection. Selon moi, le Bloc québécois, il n'y a pas une opportunité pour les Québécois sur la table des décisions avec une partie seulement avec les projets de loi symboliques. Les Québécois, M. O'Toole, ils sont majoritairement en faveur d'un prix sur le carbone et ils reconnaissent les changements climatiques. Vous leur dites quoi aujourd'hui quand ils regardent ce qui s'est passé cette fin de semaine? Parce que votre parti ne reconnaît pas les changements climatiques. Vous le faites, mais vos militants ne le font pas et vous ne voulez pas de taxes. Non, Daniel, j'ai le même point de vue de tous les Québécois et Québécoises en ce qui concerne les changements climatiques. Mais c'est dur pour eux de le croire parce qu'ils ont vu le Congrès cette fin de semaine et ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez mon discours. On va avoir une politique sérieuse sur l'environnement dans la prochaine élection. C'est important pour moi comme père de famille. J'ai travaillé dans le secteur privé sur les enjeux environnementaux et ça serait une priorité pour moi comme Premier ministre et l'économie, les emplois, particulièrement dans les régions. Et on a une opportunité d'avoir un gouvernement éthique et ciblé sur le bien-être des Canadiens. Erin O'Toole, chef du Parti conservateur, merci infiniment. Merci, Daniel. Procès des deux Michael en Chine. Que peut faire le gouvernement Trudeau? Le point de vue de l'ex-ambassadeur du Canada en Chine dans un instant.
j'ai été encouragé et touché de voir le nombre de diplomates de différents pays, incluant les États-Unis, qui se sont présentés à Dandong pour le procès, même s'ils n'ont pas eu accès. Ils étaient là pour démontrer leur solidarité. Nous allons continuer de suivre le processus et de demander au gouvernement chinois de renvoyer ces deux Canadiens chez eux. La nouvelle était attendue, mais elle a néanmoins provoqué de vives inquiétudes. Michael Spavor a été traduit à procès vendredi. Michael Kovrig, lui, subira le sien demain. Le gouvernement canadien se dit très préoccupé par la situation et continue de qualifier la détention des deux Michael d'arbitraire. Des diplomates de plusieurs pays, dont les États-Unis, se sont déplacés à Dandong, où a eu lieu le procès vendredi, par solidarité avec le Canada, d'ailleurs. Je fais le point là-dessus avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Puis Saint-Jacques, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. M. Saint-Jacques, est-ce que vous avez été surpris du verdict vendredi? Procès rapide, 2 heures, puis verdict de culpabilité à peu près immédiatement. Bien, en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est la rapidité du processus parce que c'est comme s'ils avaient abandonné toute prétention que ce soit un procès normal parce que, en plus, quand on sait que la preuve n'a pas été partagée avec M. Spavor, ça n'a pas été partagé avec son avocat, il n'avait pas le droit d'emmener des documents avec lui dans la cour, il n'avait pas le droit de parler à son avocat. Et c'est clair que le juge non plus n'a pas eu le temps de lire la preuve. Et puis, d'une façon, c'est pas surprenant quand c'est comme si on avait arrêté de faire semblant un peu, c'est ça? Ben oui. Et puis, on sait, la Cour suprême chinoise se vante du fait que quand vous êtes formellement inculpé en Chine, on vous trouve coupable 99,7 % du temps. Mais dans ce cas-ci, c'est comme si c'était juste... On procède le plus rapidement, la décision est déjà prise et maintenant, ce qui reste à savoir, c'est quelle va être la sentence qui va être donnée à M. Spavor, puis éventuellement à M. Kovrig. Bon, on peut s'attendre, est-ce que vous vous attendez au même genre de traitement pour M. Kovrig demain? Oui, je serais très surpris que ça aille plus loin parce que là, c'est clair que c'est deux cas hautement politisés. C'est supervisé par le Parti communiste chinois. Puis, je pense, à nouveau, demain, ils vont expédier ça le plus rapidement possible. J'espère aussi qu'il va y avoir une belle solidarité de la part des autres diplomates en poste à Pékin qui vont venir par solidarité avec le chargé d'affaires canadien là, pour être à la porte de la Cour. Oui, parce que vendredi dernier, à Dandong, il y a des diplomates d'autres pays qui se sont présentés et qui étaient là en appui aux diplomates canadiens. Ça fait une différence, ça, cette présence-là? Bien, moi, je pense que ça fait une différence. Là-dessus, je pense que la Chine est consciente que son image s'est beaucoup détériorée au cours des 2 dernières années. Mais c'est comme si le président Xi Jinping avait conclu que ça importe peu que les pays occidentaux ont trop besoin de la Chine sur le plan économique pour faire quoi que ce soit. Puis là-dessus, je pense qu'il risque de se tromper parce que, entre autres, il y a un nouveau président à la Maison-Blanche qui a dit qu'il allait travailler avec les alliés pour contrer la Chine parce qu'on reconnaît maintenant, je pense, dans toutes les capitales que la Chine est un compétiteur stratégique. Et il va falloir surveiller le sommet des démocraties qui a été convoqué par le président Biden au mois d'avril pour voir quelles mesures concrètes vont être prises par les pays pour s'opposer au comportement de la Chine, comme la prise d'otages ou l'utilisation du commerce à des fins de représailles. Le Canada a appelé ça de la diplomatie coercitive. Depuis le début de ce dossier-là, le ministre des Affaires étrangères dit « ça nous préoccupe, on fait tout ce qu'on peut ». À quel point est-ce qu'on a de la marge de manœuvre au Canada et à quel point est-ce qu'on doit compter sur l'appui de l'allié américain, par exemple, ou de représentants d'autres pays? À quel point est-ce que ça fait une différence? Bien, moi, je pense que le Canada est complètement démuni. En fait, on n'a rien qui intéresse la Chine et la Chine a été très claire avec nous. Tant que vous n'aurez pas retourné Mme Meng, il n'y aura pas de solution pour les deux Michael. Puis, si je compare avec un autre cas dont moi je me suis occupé en 2016 quand j'étais ambassadeur, celui de Kevin Garrett, au moins à ce moment-là, on attendait une visite du premier ministre chinois Li Keqiang au Canada. Puis aussi, la Chine espérait conclure un accord de libre-échange avec le Canada. Puis on leur avait dit, tant que vous allez détenir ce Canadien-là,
ça sera impossible d'entamer des négociations. Et éventuellement, on avait réussi à négocier une entente pour qu'il soit expulsé. Vous venez d'évoquer le cas de M. Garrett, qui a été détenu pendant plusieurs années quand même là-bas. Il a eu son procès, verdict, puis ensuite il a été renvoyé au Canada après la sentence, quelques jours après la sentence. Comment vous envisagez les choses pour les deux, Michael? Bien, moi, je pense que d'abord, dans les deux cas, il va y avoir une confirmation du verdict. Et comme je disais tantôt, on sait d'avance qu'ils vont être trouvés coupables. Je m'attends aussi à ce que la Chine leur donne une sentence très sévère. Et le but de ça, c'est encore d'accroître la pression sur le Canada et surtout sur les États-Unis, parce que l'annonce de ces deux procès-là, à la veille du grand sommet qui a eu lieu en Alaska entre les diplomates chinois et américains, c'était pour envoyer un message au président Biden. Il l'avait écouté lors de sa conférence de presse avec M. Trudeau. Et le message était, vous voulez aider les Canadiens? Bien, arrangez-vous pour retourner Mme Wang le plus tôt possible en Chine. Guy Saint-Jacques, merci infiniment. Merci, bonne journée. Quebec took a different approach. They rolled the dice. They thought one shot would be good enough. I didn't want to chance it. Alors qu'au Québec, le système de prise de rendez-vous et les centres de vaccination fonctionnent plutôt rondement, l'Ontario semble avoir plus de difficultés à lancer sa campagne d'inoculation grand public. La province a inauguré son portail de rendez-vous il y a une semaine et il semble régner une certaine confusion sur la façon dont se déroulera l'opération. Tout cela alors que le variant britannique cause une flambée de cas en Ontario et que la région d'Ottawa est retournée cette semaine en zone rouge. Pour faire le point, je retrouve à Toronto Mathieu Simard. Il est correspondant de Radio-Canada à Queen's Park. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Comment se fait-il que, vu de l'extérieur, on a l'impression que l'opération chez vous, elle connaît certains ratés? Oui, bien, je vous dirais que ça a été laborieux ici en Ontario, surtout pour lancer cette grande campagne de vaccination. On a connu des difficultés, notamment en décembre, en janvier. Et une des raisons, c'est parce que le gouvernement Ford a souvent changé de stratégie. On tergiversait quelquefois. Par exemple, au début, on a décidé de garder des milliers de doses en réserve parce qu'on ne voulait absolument pas dépasser, aller au-delà de l'intervalle qui était recommandé entre l'administration des 2 doses. Ça faisait en sorte qu'on vaccinait beaucoup moins de personnes qu'au Québec, mais peut-être qu'on les vaccinait mieux, c'est-à-dire qu'on était les champions de la 2e dose et qu'on vaccinait complètement les gens avant de passer à une autre personne. Depuis que le comité consultatif d'immunisation a changé ses recommandations, l'Ontario a aussi décidé de changer d'approche et on sent que depuis ce temps-là, on est un petit peu en mode rattrapage. Là où ça va bien, Daniel, je vous dirais, c'est au niveau de la protection des aînés les plus vulnérables parce que dans les foyers de soins de longue durée, il y a maintenant 90 % des résidents qui ont reçu leurs 2 doses du vaccin. Quand même. Et dans le reste de la population, pour les 80 ans et plus, on est rendu à environ 50 % de ce groupe d'âge-là qui a reçu au moins une dose du vaccin. Pour les autres adultes en Ontario, le gouvernement Ford a pris un engagement similaire à celui du gouvernement Legault, c'est-à-dire qu'on veut avoir offert au moins une dose du vaccin à tous les adultes qui le désirent d'ici le 20 juin. Bon, est-ce que ça veut dire, ça, que la campagne de vaccination grand public, on a réussi à aplanir un peu les petites vagues, là, les petits problèmes qu'on connaissait depuis quelques jours? Bien, je vous dirais qu'on est déjà en 3e vague ici en Ontario. Tous les experts le confirment. D'ailleurs, nos cas repartent à la hausse. Cependant, le gouvernement nous dit qu'on mise sur la vaccination pour essayer de contrôler cette 3e vague. On sent aussi en Ontario qu'on a un peu cette fatigue du confinement. Je vous donne l'exemple de Toronto et de ses banlieues. Là, il y a eu plus de 100 jours où les commerces non essentiels n'étaient pas autorisés à ouvrir leurs portes cet hiver. Donc, ça commence à peser lourd sur la population. Bon, la performance de Doug Ford maintenant là-dessus, il était particulièrement apprécié en début de crise. Où en est-on maintenant? Je vous dirais que les gens sont somme toute satisfaits. Les Ontariens ont apprécié son nouveau style de gestion, son ton rassembleur et ça se traduit par des sondages qui sont favorables. Sa cote de popularité a légèrement diminué depuis le début de la 2e vague, mais somme toute, il est assez populaire. Il maintient 50 % d'appui et ça, c'est une meilleure popularité qu'avant le début de la pandémie, alors que Doug Ford était au plus bas dans les sondages. Ce qu'on devra surveiller au cours des prochaines semaines, prochains mois, c'est ses appuis parmi la communauté d'affaires, chez les petits entrepreneurs, parce qu'on sent qu'il
qu'il y a une frustration grandissante chez les propriétaires de petites entreprises, des gens qui sentent que le gouvernement ne leur a pas offert un traitement équitable depuis le début de cette crise sanitaire. Et rapidement, Mathieu, ces gens-là, ils vont aussi surveiller attentivement le budget qui s'en vient chez vous cette semaine. À quoi on peut s'attendre là-dedans? Budget déposé mercredi prochain. Et on sait déjà, le ministre des Finances nous l'a dit, il n'y aura pas de hausse d'impôts, il n'y aura pas de compression budgétaire dans les services publics. Il veut donner la priorité à la relance de l'économie et un autre point central, c'est la protection du système de santé. Et pour la petite histoire, Daniel, c'est le 3e budget présenté par le gouvernement Ford. Ce sera présenté par un 3e ministre des Finances. Le dernier, on l'a perdu parce qu'il a passé une partie du temps des fêtes dans le Sud. Ah oui, effectivement. Bon, j'espère que celui-là va rester jusqu'à la prochaine élection. Monsieur Simard, la date qu'on retient, donc, 20 juin, c'est ça? Tout le monde inoculé le 20 juin, au moins une dose. Avec une première dose, c'est l'engagement du gouvernement Ford. Excellent. Mathieu Simard à Queen's Park, merci infiniment. Je vous en prie. Alors que l'on attend donc le budget de l'Ontario cette semaine, au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a déposé le sien mardi. Un budget déficitaire, sans plan de relance de l'économie post-COVID, ni investissement en environnement, en tourisme, en culture ou pour les communautés francophones. Seule la santé bénéficie de modestes largesses du gouvernement. Correspondance, Maude Montembeau. Ce n'est pas le budget que le ministre des Finances, Ernie Steeves, souhaitait présenter, mais selon lui, c'est le budget dont le Nouveau-Brunswick a besoin. Avec un déficit anticipé de 245 millions de dollars, les progressistes conservateurs ont mis une croix, pour le moment du moins, sur un retour à l'équilibre budgétaire et la réduction de la dette qui leur était pourtant très chère. C'est la santé qui a été priorisée, des investissements qui sont prévus pour augmenter le salaire des préposés aux soins dans les foyers pour aînés, pour les soins à domicile et le recrutement de médecins. Il y a également une aide particulière qui est apportée à la santé mentale. Et ici, au Nouveau-Brunswick, bien, on craignait des compressions, des mesures d'austérité. Elles ont été évitées, mais il y a quand même certains groupes qui sont déçus, qui espéraient un plan plus costaud pour relancer l'économie après la pandémie. Des annonces en infrastructure, par exemple. Il y a les PME, les petites et moyennes entreprises qui se sentent aussi oubliées. Le Nouveau-Brunswick, il faut le dire, a été moins généreux que d'autres provinces canadiennes pour soutenir ces entreprises, spécialement celles de l'industrie touristique au cours de la pandémie. Réinventons le Nouveau-Brunswick, ça c'est le titre que le ministre a donné à ce budget. Si aux yeux de certains critiques, rien n'a été réinventé, bien pour Ernie Steeves de passer d'une situation de surplus budgétaire l'an dernier à un déficit cette année, ça a demandé de l'imagination. Le chef conservateur a-t-il remporté son pari et doit-on craindre une 3e vague malgré l'arrivée des vaccins? C'est l'heure du panel, après la pause.
je prends la question environnementale très au sérieux. Il faut contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Nous devons agir avec détermination pour y arriver. C'est important pour le Canada. Le chef conservateur, vendredi, sur l'importance de reconnaître la réalité des changements climatiques. C'était quelques heures avant que les militants rejettent une motion sur le sujet. Un revers pour Erin O'Toole. Que faut-il en comprendre? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est à la barre de Midi Info à Ici Première. Bon dimanche à vous trois. Bonjour. Bonjour. Chantal, M. O'Toole, qu'est-ce qu'on comprend? C'est un revers, hein? C'est un revers, ce qui est arrivé cette fin de semaine? C'est un revers. Écoutez, je pense que personne n'avait dans ses cartes le Congrès conservateur refuse à la majorité de reconnaître que la question des changements climatiques est réelle et sérieuse. C'est le genre de résolution que dans n'importe quel autre congrès d'un parti fédéral représenté à la Chambre des communes, on débattrait sans doute même pas et on l'adopterait à l'unanimité. Alors, est-ce que ça fait... Je pense, j'ai essayé ce matin de me souvenir d'un congrès où les militants se sont autant tirés dans le pied. Et dans un premier temps, je ne vois pas ça comme un désaveu direct de M. O'Toole, dans le sens où, non, il n'a pas fait un discours pour dire ce qu'il a dit sur l'environnement et le lendemain, les délégués ont voté contre lui. Le vote sur cette résolution avait eu lieu avant le discours. Je pense que même M. O'Toole ne s'imaginait pas que 54% des délégués à son congrès allaient refuser de dire que la question des changements climatiques était vraie. C'est comme leur demander est-ce que la Terre est ronde, dans l'esprit de la majorité des gens. Alors, pour le tirage dans le pied, là, je ne suis pas convaincu que tout le monde mesure complètement les dommages que le parti s'est fait en fin de semaine, mais ça va être extraordinairement difficile dans une campagne électorale de convaincre les électeurs qu'un parti dont la majorité des militants pense que ce n'est pas une question sérieuse, va prendre des mesures sérieuses sur le front des changements climatiques, surtout qu'aucun parti, autant que le Parti conservateur, passe son temps à essayer de lancer des bonbons à sa base. Ouais. Michel, est-ce qu'il y a là le problème? Bon, M. O'Toole, il dit « Moi, c'est ma vision », puis là, il n'est pas capable de convaincre les électeurs de la base, alors qu'il tente d'agrandir la tente bleue. Comment on corrige le tir là-dessus? Comment il peut s'en sortir? C'est extrêmement difficile parce que j'entends la voix de Justin Trudeau ou de François Blanchet qui, au débat des chefs, va dire « Oui, M. O'Toole, vous avez un programme sur les changements climatiques, mais votre base ne vous suit pas, votre parti n'est pas avec vous, vous êtes tout seul. » C'est évident qu'ils vont dire ça et à un moment donné, les citoyens vont croire ça, vont dire « Ben oui, les conservateurs disent ça parce qu'il faut dire ça, mais à la fin, ils ne le croient pas. » Alors, même si M. O'Toole dit « je suis le chef » et tout ça, qu'il regarde en arrière de lui, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui suit, là. Et c'est ça le problème. Ça m'a fait penser, moi, au temps où le Parti québécois, pour faire damner son chef, c'était René Lévesque dans le temps, avant qu'il prenne le pouvoir, aimait ça passer des résolutions contre la volonté du chef. Sauf que le chef était capable, c'était M. Lévesque, d'aller dire aux gens « Non, c'est moi le chef, on ne fera pas ça. » Je ne suis pas sûr que M. O'Toole a ce même ascendant-là. D'une part, cette capacité de dire ça est défendue par l'électorat. Alec, on s'inquiétait beaucoup à l'arrivée à ce congrès-là de ce que pourrait faire la droite religieuse. Est-ce qu'on a été un peu pris de court par ça? Je pense que c'est arrivé dans l'angle mort de l'establishment du parti qui s'est tellement préoccupé des questions morales. Et comme Chantal le disait, la question des changements climatiques, là, ça aurait dû être réglé assez facilement. Puis oups, on a eu un débat là-dessus qu'on n'avait pas prévu, puis un vote qu'on avait encore moins prévu. Puis on se retrouve ce matin avec l'une des épines au pied qui était déjà très présente pour le Parti conservateur, qui est encore plus évidente, là. Écoutez, dans les derniers jours, vous avez Lisa Raitt, qui est une ancienne ministre de Stephen Harper, qui a perdu aux dernières élections, qui a dit « Moi, j'ai perdu et plusieurs de mes collègues dans le Grand Toronto ont perdu parce qu'on n'était pas sérieux sur les changements climatiques. Pas parce que la droite morale ou pas parce qu'Andrew Scheer a été coincé sur la question de l'avortement, parce qu'on n'avait pas un programme sérieux pour lutter contre les changements climatiques. Les gens ont dit « Ça suffit. » Elle dit « Il faut qu'on s'en occupe. » Elle dit ça quelques jours avant le Congrès, puis visiblement au Congrès, on n'a soit pas écouté ses paroles, soit qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Les dommages sont, je pense, là, assez importants pour le Parti conservateur.
Oui, Chantal? Monsieur O'Toole lui-même, là, parce que cette histoire de résolution, ça a enlevé beaucoup de place à son discours, mais Monsieur O'Toole lui-même a quand même contribué à garder cette épine-là dans son pied à sa façon lui aussi. Ce que Mme Raitt a dit au texte, c'est « Quoi que je dise en campagne électorale, le fait que nous étions contre la taxe sur le carbone voulait dire pour les électeurs à chaque porte qu'on n'était pas sérieux sur la lutte au changement climatique. » Qu'est-ce que M. O'Toole a dit à ses militants, et c'était déjà trop pour eux, vendredi? Il a dit, faites-vous-en pas, si je deviens premier ministre, je vais me débarrasser de cette taxe sur le carbone. Alors, le drapeau rouge de la dernière fois dont Mme Raitt disait, ça m'a coûté mon siège, M. O'Toole est fier de le brandir. Mais il a dit quelque chose qui me semble encore plus révélateur. Il a dit, aussi, et là j'essaye encore de le citer au texte, aussi importante que soit la question des changements climatiques, la santé de l'économie passe d'abord. Ouais. Cette équation-là, les changements climatiques et la lutte au changement climatique, ça va contre l'intérêt économique. Il est dépassé, il y a plus cours à la Maison-Blanche, il y a plus cours dans les marchés financiers, il y a plus cours dans les officines d'affaires au Canada et il n'y a pas cours dans aucun autre parti fédéral représenté à la Chambre des communes. Pourquoi je dis toujours représenté? C'est parce qu'il y a le parti de Maxime Bernier. Mais néanmoins, M. O'Toole lui-même est en marge du courant principal sur la lutte au changement climatique. Alors, bonne chance d'arriver avec un programme qui n'a pas de taxe sur le carbone et qui est manifestement efficace ou plus efficace que celui des libéraux. Et en passant, jeudi, on va savoir si la Cour suprême dit oui, cette taxe fédérale est constitutionnelle. M. O'Toole peut faire des neuvaines et espérer que la Cour suprême dise finalement la taxe sur le carbone fédéral n'est pas constitutionnelle. Ce serait un cadeau du ciel pour lui rendu à maintenant. Bon. Michel, qu'est-ce qu'il peut faire, M. O'Toole, maintenant? Là, il nous disait ce matin, plan environnemental probablement d'ici 1 mois. Qu'est-ce qu'il peut faire pour tenter de corriger le tir ou de redresser la barre? Ou peut-il faire quelque chose pour en arriver là? Il faut qu'il réussisse à convaincre les gens que ce que le parti a dit, c'est pas ce qu'il, lui, va faire. Alors, il faudrait que dans toutes les interventions qu'il fera à partir de maintenant, qu'il commence littéralement par les changements climatiques en disant « Nous sommes sérieux là-dessus, voici notre plan, voici notre plan ». Je suis pas sûr que ça va marcher, cela dit, mais dans le très mauvais pas dans lequel les conservateurs se sont mis eux-mêmes, je pense que c'est ça qui serait la moins pire des solutions, mais la moins pire ne veut pas dire celle qui va marcher. Ouais. Bon, on change de dossier. On va aller parler de la Chine. Les 2 Michael, là-bas, comme on les appelle depuis le début de cette crise-là. Premier procès qui a eu lieu vendredi, le second pour M. Kovrig qui va avoir lieu demain. Il y a peu de doute, là, les observateurs sont assez convaincus que ça va être la même chose lundi, qu'il va y avoir une condamnation, un verdict de culpabilité pour M. Kovrig aussi, comme ce fut le cas pour M. Spaver. Alec, est-ce que le Canada en a fait suffisamment là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage? Oh, c'est une situation tellement compliquée dont on ne détient pas toutes les clés pour en sortir. Il y a beaucoup des États-Unis là-dedans, beaucoup de l'administration qui vient de s'installer de Joe Biden avec l'extradition demandée de Meng Wanzhou. Est-ce qu'on en a fait assez? Écoutez, Chrystia Freeland avant, François-Philippe Champagne, Marc Garneau maintenant parlent à peu près de ce dossier-là toutes les semaines à tous leurs homologues, mais en même temps, la Chine ne bouge pas. Il n'y a pas de règles de droit là-bas, donc effectivement, ils vont être condamnés, c'est assez évident. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être emprisonnés à perpétuité non plus. Là, on a déjà sorti des Canadiens qui avaient été condamnés. Je pense à M. Garrett, entre autres, là, il y a quelques années, là, qui avait eu un procès, lui aussi, à huis clos, qui avait été condamné, puis on l'avait sorti. Donc, on est encore capable de les sortir de là, malgré les condamnations prévisibles. Mais c'est clair qu'il faudra qu'il y ait un coup de main beaucoup plus substantiel de la Maison-Blanche pour les sortir de là. Je ne pense pas que le Canada seul soit capable de sortir les 2 Michael. Bon, vendredi, il y avait des diplomates d'autres pays qui se sont joints au chargé de mission à Dang Dang, où le procès avait lieu, justement, pour montrer cette espèce de solidarité internationale. Je vous hocher de la tête, Michel. Ça passe par là? Ça passe par l'appui d'une coalition, dans le fond? C'est très important dans ce qui est possible de faire. Est-ce que ça va faire bouger la Chine? C'est pas sûr, mais qu'une dizaine de pays envoient leurs représentants dans une petite ville côtière pour montrer leur solidarité avec le Canada, c'est important. Ça envoie le message. Vous ne pouvez pas, à notre avis, prendre comme otage, parce que c'est le cas, des citoyens de démocratie sans que les démocraties, en bloc,
répondent et se mobilisent. Ça ne fera peut-être pas d'effet immédiat sur la Chine, mais pour la Chine, c'est fatigant de savoir que le chargé d'affaires belge, puis le chargé d'affaires américain, puis le chargé d'affaires britannique étaient là. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas internationaliser ces choses-là. Et on peut dire que c'est des vœux pieux, mais c'est quand même un signal, et c'était le signal qu'il fallait envoyer, c'est que si vous prenez un citoyen canadien ou si vous prenez un citoyen belge, l'ensemble des pays démocratiques va dire non, non, ça ne marche pas. Ça. Chantal? C'est important, surtout à cause des pays qui étaient représentés là. C'était pas la Norvège, la Belgique et autres. Là. C'était les pays qui sont au premier rang du G7, beaucoup. À commencer par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie était là. Et ça, effectivement, ça envoie le message que vous pouvez vous attaquer à ce que vous croyez être des maillons faibles, mais les maillons plus forts, parce que plus forts économiquement que le Canada, parce que pays qui sont vraiment des grandes puissances vont considérer qu'elles sont attaquées au même titre que le pays qui l'a été. Mais au-delà de ça, on ne peut pas voir, à moins qu'il y ait un changement de cap du côté de la Chine, qui se trouve une raison de faire un changement de cap, et ce n'est pas le Canada qui va lui donner la raison, là, ce serait Washington. On ne voit pas trop comment ça pourrait changer entre maintenant et bientôt. Bon, on va surveiller le procès de demain. On aura l'occasion d'en reparler. J'ai envie de vous entendre rapidement sur l'état de la campagne de vaccination. On a un panel vacciné à 66 là. Alec, vous n'êtes pas le vacciné. Chantal, Michel, vous avez eu la première dose cette semaine. Je commence avec vous, Michel, rapidement. Est-ce que ça se passe bien sur le terrain? Ça se passe bien, mais il va falloir augmenter la cadence. Et il y a des mesures qui sont prises pour l'augmenter, mais la vaccination dans les grands centres de vaccination va très bien. Ça dure 35 minutes, puis vous êtes sorti de là. Ça va bien. Là, on va commencer dans les pharmacies, dans les entreprises. Alors, quand M. Legault dit on veut avoir vacciné tout le monde qui veut être vacciné avant le 24 juin pour la première dose, ça exige d'augmenter la cadence considérablement, mais on prend les moyens. Là, ce qui peut arriver, c'est une malchance, c'est une usine de Pfizer qui ferme ou une usine de Moderna qui ferme, là. Mais c'est pas... c'est les clauses anti-caractère d'un contrat d'assurance. On prend les moyens et ça a l'air de marcher, oui. Oui. Chantal, vacciné au Québec. Vous avez fait la différence, vous, dans le passé, sur la vaccination en Ontario aussi. Comment, ce que vous entendiez là-bas, c'était un peu carré. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on est encore dans cette situation-là entre le Québec et l'Ontario? C'est un peu plus chaotique. Ça semble commencer à se redresser en Ontario, mais beaucoup nettement plus chaotique. D'ailleurs, le responsable de l'opération en Ontario, Rick Hillier, son contrat vient à échéance, là, je pense, à la fin de la semaine. Et non, il a décidé qu'il passait à d'autres choses. Ce qui est... ouais, bon. Mais si François Legault, qui n'est pas un ami de la maison Trudeau, s'est senti assez certain de l'approvisionnement en vaccins pour dire le 24 juin, tout le monde qui le veut aura eu au moins sa première dose. Ça veut dire qu'à Québec, on est relativement confiant dans la capacité d'Ottawa d'acheminer des vaccins en grande quantité. Et ça, c'était pas l'intention de M. Legault, là, mais ça enlève au premier ministre chez qui ça va moins bien, comme M. Ford ou autre, l'argument que le problème, c'est l'approvisionnement. Parce que François Legault n'aurait pas pris cette chance-là s'il n'était pas raisonnablement confiant que le fédéral allait livrer. Bon. Alec, j'aurais voulu vous entendre là-dessus, mais le temps nous manque, malheureusement. Alors, je vous reprendrai quand vous aurez été vacciné. Qu'en dites-vous? Dans quelques semaines. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de week-end. Au revoir. La pandémie soulève des inquiétudes sur la tenue du spectacle de la Fête nationale au Québec. On vous en parle dans quelques minutes.
c'est le moment de l'émission où l'on offre un peu de visibilité à ces sujets qui sont restés dans l'ombre cette semaine. Avec deux collègues en visite cette semaine, Alex Boissonneau est correspondant parlementaire pour le Réseau de l'information à Québec. Juliane Lapointe couvre la politique fédérale au bureau d'Ottawa. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Juliane, je vais commencer avec vous. Il y a la Cour suprême du Canada va dorénavant avoir ses propres armoiries. Oui, parce que jusqu'à tout récemment, la Cour suprême du Canada utilisait les emblèmes du Canada. Alors que ce n'est pas nécessairement le message qu'on veut passer. On veut montrer que c'est une entité indépendante. Alors, ce qu'on a inauguré, ce sont donc des armoiries, des emblèmes qui lui sont propres. Et on a voulu vraiment mettre l'accent sur tout le côté indépendant de cette entité-là. Donc, on le voit avec notamment ce fond blanc qui représente la transparence, l'accessibilité. Il y a également deux lignes verticales, parallèles, rouges, qui sont un clin d'œil au bilinguisme. Et tout ça, ça a été inauguré dans le cadre d'une cérémonie officielle et ça a été aussi l'occasion de rendre hommage à celle qui est derrière ces emblèmes-là, Claire Boudreau. C'est l'héros d'armes du Canada et elle est décédée l'an dernier. Ça a été son dernier projet, en fait, auquel elle a travaillé avant son décès parce qu'elle souffrait d'un cancer. Alors, vous constaterez que pendant cette cérémonie, c'est le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui est là. Et pourtant, quand on regarde le document, ça a été signé l'an dernier par Julie Payette, ancienne gouverneure générale, et son adjointe, Assunta Di Lorenzo. Donc, on se souvient que ce sont deux femmes qui ont démissionné depuis ce temps-là dans la foulée de ce climat toxique à Rideau Hall. Pourquoi? C'est finalement parce qu'on était prêt déjà l'an dernier à inaugurer ces emblèmes-là. Mais en raison du début de la pandémie, on a voulu attendre de voir si les mesures sanitaires allaient s'alléger pour faire une grande cérémonie, si vous voulez. Et on s'est rendu compte que finalement, on était mieux de souligner tout ça dès aujourd'hui, donc presque un an plus tard. Donc, nouvelles armoiries, une nouvelle image, si vous voulez, pour la Cour suprême, qui est une entité indépendante. Et c'est le message qu'on voulait lancer. Voilà. De belles armoiries, d'ailleurs. Merci beaucoup, Juliane. Alex, Voix Québec, cette semaine, François Legault a dit qu'il y aura un vaccin, première dose, pour tous les Québécois qui le décident d'ici le 24 juin, journée de la fête nationale. Et là, il y en a qui s'inquiètent, justement, de ce qu'elle va devenir, cette fête nationale, à Québec et à Montréal, entre autres. Oui, on parle ici de la portée des spectacles de Montréal et de la capitale nationale, donc de la métropole et de la capitale nationale. Et lorsque je parle de portée, je parle de la télédiffusion des spectacles. Ah oui. Je vous explique. Vous savez que la pandémie a chamboulé nos habitudes. L'année dernière, lors de la fête nationale, il y avait un spectacle à Trois-Rivières sans public. Il y avait une petite controverse autour du fait qu'il n'y avait pas de drapeau. Ça avait été moins apprécié par le gouvernement. Mais quand même, du côté de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, on a apprécié l'exercice. On a dit, c'est intéressant quand même de donner la possibilité à une région de pouvoir rayonner comme ça. L'an dernier, c'était Trois-Rivières. Cette année, il y aura probablement une autre région. La formule, étant donné qu'on est toujours en pandémie, sera sans doute similaire. Et on pense que peut-être, après la pandémie, on pourrait renouveler ce modèle-là. Donc, qu'il y ait une seule télédiffusion d'une région qui pourrait changer d'année en année. Et ça inquiète Québec solidaire, entre autres, qui est sorti cette semaine pour dire que c'est important de rappeler qu'il y a une communion nationale lors de la fête nationale. Ça fait 40 ans qu'on diffuse des spectacles. Vous allez voir des images en 1976. Il y a des gros spectacles de la fête nationale, entre autres dans la métropole. Et que ce moment-là, il faut le garder. Ça inquiète aussi la Société Saint-Jean-Baptiste et le comité de la fête nationale à Montréal qui organisent la fête et qui disent que ça tombe surtout très mal parce qu'en ce moment, les enjeux pour la protection de l'identité québécoise et de la culture française, de la langue française, c'est à Montréal que ça se passe. Donc, il faut envoyer le message de l'importance que Montréal a toujours comme vaisseau amiral peut-être au Québec pour la protection de la langue française. Rappelez aussi l'importance que ça a pour la capitale nationale. Donc, l'enjeu, c'est pas de dire on va diminuer l'importance de ces spectacles ou de ces fêtes, mais vraiment de garder aussi la télédiffusion dans ces villes-là. Et il y a des gens qui se questionnent aussi sur des motivations politiques peut-être du gouvernement. Est-ce que la Coalition Avenir Québec veut se rapprocher de certains de ses électeurs dans les régions? Donc, est-ce que ce calcul-là aussi? Une chose est certaine, c'est qu'il y a une réflexion en ce moment. Elle ne fait pas l'affaire de tout le monde et ça devrait continuer de faire des ronds dans l'eau, ça, au cours des prochains jours. Bon, deux préoccupations pour le 24. Les vaccins puis la fête nationale. Eh oui. Alex Boissonneau à Québec, Juliane Lapointe à Ottawa. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Au revoir. Le chef conservateur qui souhaite profiter du congrès de cette semaine pour donner un air d'aller à son mandat doit aujourd'hui composer avec ce qui a des allures de division au sein de ses troupes. Le rejet d'une résolution reconnaissant les changements climatiques, un revers pour Erin O'Toole, un obstacle supplémentaire aussi dans sa quête pour séduire les électeurs canadiens.
Il promet un programme clair sur le sujet d'ici quelques semaines, une ultime occasion de convaincre les Canadiens du sérieux qu'il accorde à la chose. D'ici là, il doit trouver comment composer avec une base qui, visiblement, ne pense pas tout à fait comme lui. Voilà, nous vous avons présenté les coulisses du pouvoir. Merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Ici Daniel Thibault à Ottawa au nom de toute l'équipe. Excellente fin de journée, bonne semaine, à dimanche prochain.